À 8h24, l'invité de la rédaction ce matin avec Zouil Alachmi qui reçoit Aqila Chergou, la directrice centrale de la formation continue et des relations intersectorielles auprès du ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnel. Mesdames, bonjour, c'est à vous. Bonjour, Madame Aqila Chergou, bonjour. Bonjour, bonjour aux auditeurs. Donc nous allons aborder ensemble, tout au long de cette émission, la question de l'équation formation-emploi. Actualité oblige, la politique de formation s'adapte-t-elle aujourd'hui, Madame Chergou, aux besoins de l'économie, la stratégie de l'Algérie qui s'oriente aujourd'hui vers l'industrie? Il y a Renault qui a été inauguré hier. Avez-vous réalisé autour de Ouatlilet, le site de production, des centres de formation pour que le constructeur automobile puisse recruter de la main-d'œuvre qualifiée sur place? Tout à fait, c'est dans notre politique et dans notre stratégie d'accompagner tout le développement économique et notamment industriel. C'est ce qu'on appelle en quelque sorte une formation à la carte. Si vous voulez, oui, une formation à la carte, mais une formation aussi qui vise des horizons lointains, les objectifs lointains du développement économique, notamment le développement qui est inscrit dans le cadre du plan quinquennal. Pour ce qui concerne Ouatlilet particulièrement et Renault, effectivement, nous avons travaillé ensemble pour accompagner les besoins du lancement de l'usine, mais pas seulement, puisque nous avons mis en place un partenariat, une convention a été signée en janvier 2014, mais notre objectif c'est de mettre en place un centre d'excellence qui va permettre le développement de toute l'industrie automobile, au profit de Renault, mais au profit aussi de l'ensemble des sous-traitants, tous les équipementiers qui vont venir travailler dans ce domaine-là. C'est comme ça d'ailleurs que nous avons intégré cette dimension dans le partenariat. Nous avons organisé déjà en avril 2014 une grande conférence où ont participé plus de 50 équipementiers et des experts de Renault France aussi sont venus. Et nous avons mis en place un groupe de travail pour élaborer le cahier des charges de ce centre d'excellence. Mais l'industrie automobile, il n'y a pas que Renault. Il y a aujourd'hui le centre de Tiaret, il y a Constantine, il y a Rouiba. Est-ce que vous adaptez en fonction, bien sûr, des besoins de l'économie aujourd'hui? C'est tout à fait notre objectif, parce que vous savez, ces pôles de développement technologique d'excellence, ce sont une opportunité pour nous. Tout en les accompagnant, nous allons profiter pour renforcer l'offre de formation et l'améliorer. Pourquoi? Parce qu'il y a des partenaires étrangers qui sont au niveau de ces pôles-là et nous comptons justement sur un transfert de formation, de méthodologie, de technologique, et nous avons opté pour la création de centres de référence, de centres d'excellence dans les différents métiers qui visent la satisfaction des besoins donc des entreprises qui s'installent, mais surtout du développement de toute l'activité, parce qu'il n'y a pas que l'emploi, il y a aussi la création d'entreprises. Donc c'est autour de ces objectifs-là que nous sommes en train de travailler. Il y a des groupes de travail, il y a des partenariats qui se mettent en place pour Rouiba, par exemple le centre de Rouiba avec SNVI et Mercedes, pour Constantine dans la mécanique, pour Tiaret aussi dans l'industrie automobile, mais nous allons le faire aussi pour le bâtiment Alger à Sétif. Nous avons des sections parfois, on dira d'excellence, mais ça commence comme ça, puis ça se développera en centre. Je cite un partenariat avec BP, par exemple, dans le sud, tout ce qui est soudage, froid. Également Schneider, nous allons lancer un premier centre de référence à Rouiba sur les métiers de électricité, énergie. Donc c'est vraiment cette dimension-là, si vous voulez, qui est développée dans notre politique, mais on le fait en partenariat. Et c'est l'objet de l'accord cadre que nous avons signé le 15 septembre avec 14 départements ministériels, 7 organisations patronales et l'UGTA. Mais justement, pour vous adapter aux besoins du marché, est-ce qu'il faudrait que les secteurs ou les opérateurs expriment leurs besoins aujourd'hui, Madame Chergou, ou alors c'est de facto, il y a une intersectorialité et vous adaptez automatiquement? Vous savez, la grande problématique du système de formation, c'est l'expression des besoins. C'est pour ça que nous avons mis en place la démarche et le mécanisme de concertation et de partenariat. Parce que si on n'a pas une expression claire des besoins, on aura formé à côté et on n'aura pas, et on ne pourra pas, comment je dirais, concrétiser cette fameuse adéquation formation-emploi. C'est ce qui vous était reproché par le passé. Beaucoup disaient que vous formiez en définitive des chômeurs potentiels. Par le passé, ce n'est pas, je dirais, du fait de la formation, mais quand le secteur économique était en difficulté, n'arrivait pas à exprimer les besoins, il est très difficile de former selon
selon les exigences. Il faut savoir une chose, que le secteur de la formation ne forme pas que pour les besoins de l'emploi. On forme aussi, encore une fois, pour la création d'entreprises. Mais même pour ça, on a besoin de l'appui et de l'apport du secteur économique. Dans le cadre justement de l'accord cadre, nous avons intégré donc l'expression des besoins, le travail donc en partenariat, les centres d'excellence et également le parrainage. Le parrainage, ça veut dire que l'entreprise reçoit les diplômés, les accompagne dans la maturation de leurs projets et les accompagne également dans la création d'activités qui peut être en sous-traitance avec cette même entreprise. Nous estimons que c'est un mécanisme très très important et nous allons le concrétiser. Juste pour vous dire, l'accord de partenariat, il est mis en œuvre à travers des conventions l'accord 4 plutôt, il est mis en œuvre à travers des conventions de partenariat dans lequel justement on définit de façon précise les besoins de chaque secteur. Le premier accord qu'on a signé de partenariat, c'est avec le ministère de la Pêche et des Ressources halieutiques. Nous l'avons fait le 2 octobre et nous avons déjà une expression de 14 000 demandes en formation, si vous voulez, entre formation à la carte continue et formation initiale. Et nous travaillons justement pour réaliser, si vous voulez, ces objectifs-là. Formation pour les institutions et les organismes économiques, mais également accompagnement pour la création d'entreprises, de micro-entreprises dans ce domaine-là. Mais justement, je voudrais rebondir sur ce que vous déclarez à l'instant. Vous parlez de conventions établies avec 14 ministères, mais est-ce que c'est suffisant? S'il n'y a pas un mécanisme de suivi pour vous assurer que réellement cette convention est pratiquée et appliquée sur le terrain, que ces jeunes qui sortent des centres de formation sont recrutés immédiatement par les ministères qui expriment ces besoins aujourd'hui? Ou alors c'est une convention juste à titre un peu peut-être qui a plus une connotation politique et c'est tout. Pas du tout. Hein. Nous ne sommes pas du tout dans ce domaine-là. Notre objectif, c'est d'amener les utilisateurs, je dirais, des produits de la formation à travailler avec eux en amont. Parce que l'insertion, ce n'est pas un travail qui se fait juste à la fin. Il faut qu'en amont, on définisse clairement quelles sont les exigences des métiers pour qu'il y ait ce qu'on appelle l'employabilité des diplômés. Donc en amont, on amène, si vous voulez, les différents acteurs du secteur économique, mais pas seulement économique, socio-économique, je dirais, à travailler sur qu'est-ce qu'on a besoin comme métier pour que justement, une fois que la personne est formée, elle trouve une activité soit dans une entreprise, parce qu'il y a un besoin également, soit elle crée sa propre entreprise. Donc vous voyez, l'insertion commence en amont. C'est pour ça que on les a amenés. On va mettre en place un nouveau dispositif, hein, parce que dans le cadre de l'excellence, il y a plusieurs facteurs. Nous avons mis en place, je dis juste un mot, un comité de pilotage des centres d'excellence et on a commencé à travailler sur le cahier des charges d'un centre d'excellence. Quels sont les critères, quels sont les paramètres d'un centre d'excellence? Et le premier critère, c'est une meilleure sélection-orientation. Ça veut dire que l'entreprise va participer à la sélection et au choix des jeunes. C'est une façon de la responsabiliser au départ. Et on diminue, si vous voulez, le risque de non-insertion. Mais il y a un travail de partenariat qu'on a avec l'ANGEM, la CNAC, l'ANSEJ, l'ANEM, pour justement suivre nos diplômés et les accompagner dans l'insertion qui ne relève pas directement de nous. Oui, mais justement par rapport à cette question d'insertion, vous avez quasiment annuellement 600 000 stagiaires au niveau de vos centres de formation, dont 200 000 décrochent annuellement leur diplôme. Sur les 200 000, combien sont recrutés? Est-ce que vous avez un système de suivi et d'évaluation qui vous permet peut-être en fur et à mesure d'évaluer et de corriger vos formations ou de les adapter plutôt? Voilà, je voudrais juste corriger juste une chose, si vous permettez. Vous dites 600 000, 200 000 décroches. Sur les 600 000, il y a des cursus qui sont longs, hein, ils font 2 ans, 3 ans. Donc mais en moyenne, c'est 200 000. Voilà, c'est 200 000 qui sont diplômés par an. Le système de suivi de l'insertion, parce que l'insertion se fait par les dispositifs d'emploi et d'accompagnement à la création d'entreprises, nous sommes en train de travailler dans le cadre du partenariat, puisqu'on a un conseil de partenariat, des commissions de partenariat, on a des réunions aussi et des comités mixtes de suivi des conventions pour faire des bilans et des évaluations annuelles. Nous sommes en train de travailler sur ça. Mais ce que je peux vous dire comme chiffre,
C'est un peu ce qu'a annoncé l'enquête de l'ONS qui dit que 80% des diplômés de la formation professionnelle trouvent de l'emploi. Donc pour nous, c'est vraiment quelque chose de très important. Mais encore une fois, la meilleure manière d'insérer, c'est de travailler ensemble avec le secteur économique et de travailler en amont sur l'employabilité des diplômés. Madame Aqila Chergou, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous, on revient dans 2 petites minutes. À tout de suite. Aqila Chergou, beaucoup de questions pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Vous déclarez, Madame Chergou, que la formation, c'est le secteur économique. Qu'entendez-vous exactement par ces propos, quand on sait que le secteur économique, lui, en revanche, déplore l'absence d'une main-d'œuvre qualifiée sur le marché? Quand je dis c'est le secteur économique, ça veut dire que le processus de formation ne peut pas se faire sans l'implication du secteur économique. Dans les systèmes performants, l'entreprise a un rôle fondamental. Et quand vous prenez les pays où l'économie est développée, elle est souvent portée par un bon système de formation. Et ce système de formation, c'est l'entreprise qui participe, notamment par la formation par alternance, où la majeure partie de la formation se déroule dans l'entreprise. Et c'est ce que nous avons. Nous avons le système de formation par apprentissage, qui fait que la formation elle est partagée entre la formation théorique dans les établissements et la formation pratique dans les centres de formation. Ça permet de donner aux diplômés, aux apprenants, les compétences pratiques, le savoir-faire, la discipline du travail, le rythme de l'activité, etc. Donc il y a beaucoup d'atouts qui fait que sans la participation du secteur économique, on ne peut pas faire une formation de qualité. Et c'est ce sur quoi repose toute notre nouvelle politique de formation, notamment les centres de formation d'excellence. On veut amener à ce que nos effectifs, nos flux de formation soient en majorité développés par l'apprentissage. Actuellement, nous étions 30%, nous sommes arrivés à 60% entre la formation résidentielle et l'apprentissage. Et notre objectif, c'est 75 à 80% des effectifs en formation par apprentissage. Ça répond à votre question qui est améliorer l'insertion professionnelle. De cette façon-là, d'abord l'entreprise va recruter les meilleurs éléments et deuxièmement, les autres auront reçu une très bonne formation pour pouvoir se mettre sur le marché du travail, soit créer l'activité à travers un parrainage, pourquoi pas, soit s'insérer dans les autres entreprises concurrents. Oui, mais vous avez toujours une réalité du terrain. Vous avez des opérateurs qui vous disent, des fois, quand on cherche un plombier, un maçon, un plâtrier ou un vitrier, je donne que quelques exemples, on n'en trouve jamais. À quoi peut-on l'expliquer aujourd'hui, Madame Chergou? C'est peut-être, parce que je ne veux pas incriminer les entreprises, je dirais peut-être c'est un manque d'information. Peut-être qu'on a besoin de communiquer plus et d'informer plus. Mais il faut savoir, rien que pour les métiers du bâtiment, nous mettons sur le marché annuellement près de 50 000 jeunes dans tous les métiers. Seconde œuvre, première œuvre, les techniciens pour les études, gestion de chantier, etc. Il y a des phénomènes qui sont dus à des politiques salariales, à des organisations de travail qui font que ce n'est pas le secteur de la formation qui forme mal parce qu'on forme par rapport à des exigences qui sont exprimées par les professionnels. Nous avons des comités d'élaboration des programmes, c'est les professionnels qui participent, qui nous disent ce qu'il faut mettre. Donc on forme par rapport à ce qu'on nous a demandé. Seulement, il y a d'autres facteurs qu'il faudra bien sûr analyser qui font qu'on n'emploie pas forcément les diplômés de la formation professionnelle. Et on le sait, par exemple en milieu urbain, il y a tout un travail à faire pour valoriser ces métiers parce que les jeunes ne viennent pas aux sections de formation que nous mettons en place. Est-ce qu'on favorise plus le marché noir de l'emploi? Ça, je ne peux pas le dire. Pratiquement. C'est pas moi de le dire parce que je ne peux pas le dire, je ne maîtrise pas très bien la situation. Mais ce que je peux dire, que c'est vrai, les jeunes, parfois, ils ont la facilité du gain dans le secteur informel et ils ne vont pas souvent dans la formation. En tout cas, nous œuvrons en partenariat avec le secteur de l'habitat et les autres secteurs pour sensibiliser et valoriser ces métiers, pour ramener les jeunes au niveau de la formation professionnelle. Il y a eu plusieurs mesures qui ont été faites dans ce sens-là et nous continuons justement à œuvrer pour à amener les jeunes, par exemple les jeunes qui veulent aller à l'ENSEJ sans avoir aucune qualification, nous avons travaillé avec eux pour les orienter vers les formations. D'autant plus que nous avons mis en place des formations initiales qualifiantes de courte durée, 3 mois, 6 mois, 9 mois, sanctionnées par un certificat de qualification. Nous avons mis en place plusieurs dispositifs justement pour absorber toutes les catégories socio-professionnelles. Alors justement, vous parlez de la facilité du gain au profit des jeunes qui la favorisent parfois. Vous dites et vous déclarez que nous formons 50 000 jeunes dans le secteur du bâtiment qui sortent
sortent annuellement de nos instituts. Est-ce qu'on est dans une logique que certains disent aujourd'hui que les jeunes n'aiment pas la pénibilité du travail ou le travail, donc ils favorisent plus la facilité? Est-ce que c'est une réalité ou c'est plutôt c'est une réalité en milieu urbain. En milieu urbain. C'est connu, c'est pas propre à l'Algérie. Et je pense que dans toutes les grandes villes, on préfère travailler en col blanc que de travailler dans le métier qu'on estime pénible. Parce qu'il faudrait réhabiliter la notion de travail. Il y a une modernisation effectivement des activités du bâtiment. Il y a beaucoup d'intéressement. Il y a également donc des technologies nouvelles. Il y a tout un travail de valorisation que nous faisons avec nos partenaires et les entreprises. Mais le travail se fait au niveau local, directement au niveau des projets pour attirer les jeunes, pour leur expliquer tout l'intérêt et tous les atouts qu'ils peuvent tirer justement en travaillant dans ces métiers-là, toutes les évolutions possibles qu'il y a dans ces métiers. C'est vrai que ça se mécanise de plus en plus et la pénibilité est réduite. Donc c'est tout ce travail-là. Réhabiliter la notion de travail, c'est important pour vous. Est-ce que l'école aussi devrait un peu prendre le relais de cette question? Ça c'est général. C'est complémentaire. Oui, ça c'est général à tous les domaines. Réhabiliter la valeur travail, effectivement. C'est ce que nous faisons, nous, à travers tous nos programmes et toutes nos actions. Est-ce qu'on est dans un contexte où un peu les clichés du passé sont en train de se dissiper graduellement, où on a toujours considéré que la formation professionnelle était le réceptacle de l'échec scolaire? Est-ce que cette tendance change? Les mentalités changent? Tout à fait. D'ailleurs, nous le ressentons et nous le voyons par rapport au nombre de jeunes qui viennent, et moins jeunes, qui viennent à la formation professionnelle. Mais c'est un travail qu'on a fait en collaboration avec les différents secteurs. C'est tout l'objectif du partenariat, de l'accord cadre et des différents organes de concertation que nous avons mis en place. Effectivement, la formation est vue comme vraiment une voie d'avenir, une voie qui permet d'avoir un statut social, avoir une autonomie financière et d'évoluer. Pour vous dire que parfois, nous avons des diplômés de l'enseignement supérieur qui viennent compléter leur formation dans les instituts et nous avons beaucoup de bacheliers qui préfèrent venir à la formation professionnelle que parfois d'aller à l'université. C'est des signes vraiment, sans compter toute la création d'entreprises, vous savez, les promoteurs de l'ANSEJ et la CNAC, on leur fait une petite formation parfois, mais on fait la validation des acquis, ce sont des diplômés de la formation professionnelle, en majorité, nous ne sommes pas les seuls, et bien tout ça, ça veut dire que la formation professionnelle a changé d'image, et c'est une voie d'excellence et de réussite. Mais vos centres de formation sont-ils évalués pour savoir que le diplôme dispensé permet une insertion? Bon, il y a une évaluation en interne puisque nous avons un corps inspectoral, nous avons également des mécanismes pour faire des évaluations à travers des outils et des regroupements, mais nous faisons également, dans le cadre des relations avec les autres secteurs, je ne dirais pas un sondage qui soit mis en place, mais nous essayons de trouver des indicateurs pour voir si tel ou tel métier trouve facilement de l'emploi, pour pouvoir l'adapter, le changer, peut-être le supprimer parfois et le remplacer par d'autres. Mais encore une fois, avec la participation des représentants du secteur économique. Mais est-ce que par exemple l'orientation devrait se faire déjà à la base, à partir de l'école, vers la formation professionnelle? On a beaucoup parlé du bac professionnel qui malheureusement n'a pas été encore adopté à ce jour par les pouvoirs publics. Mais est-ce que cette jonction devrait exister déjà? Elle existe, elle a besoin d'être renforcée. C'est pour cela qu'il y a des commissions intersectorielles avec le ministère de l'Éducation nationale notamment, pour améliorer l'articulation justement de l'orientation entre l'éducation nationale et la formation professionnelle. Et encore une fois... L'idéal, c'est d'avoir le bac professionnel. Le bac professionnel, vous savez, l'enseignement professionnel est en train de se mettre en place. Tout nouveau système a besoin d'un certain temps. Donc que ce soit le bac professionnel ou le diplôme d'enseignement professionnel que nous avons choisi, c'est l'intitulé que nous avons choisi pour l'instant. Donc l'enseignement professionnel est en train de se mettre en place, ça donne des résultats, on est en train d'évaluer cette expérience et on l'améliore au fur et à mesure. Mais c'est un dossier ouvert sur lequel nous travaillons notamment en partenariat avec les deux autres segments du système éducatif. Mais est-ce que vous essayez d'avoir une répartition équitable à travers tout le territoire national? On se rappelle, avec le mouvement de colère
colère exprimée par les jeunes chômeurs du sud du pays, des mesures avaient été prises pour une révision de la nomenclature de l'emploi, cela remonte à 3 ans, pour permettre à ces jeunes de s'insérer et de trouver de l'embauche localement, parce que souvent, Absolument. ils sont obligés d'aller vers les grandes villes. Absolument, nous avons introduit une nouvelle filière, carrément une branche d'activité sur les métiers de la chimie, de la pétrochimie. Nous avons des électriciens de sondeurs, des maintenanciers. Nous avons créé, en relation notamment avec Sonatrach, ces spécialités-là. Elles sont dispensées au niveau de Ouargla notamment, mais là où il y a le besoin, parce que la formation, elle n'a du sens que lorsqu'elle est proche d'un domaine d'activité. Les formations sont en cours, notamment par apprentissage. L'agriculture, c'est un grand gisement également. Tout à fait, l'agriculture, le bâtiment et beaucoup d'autres domaines, la pêche. Donc nous avons privilégié, nous, le système de formation par apprentissage qui permet justement de former directement au poste de travail et selon les besoins des différents secteurs d'activité. Madame Aqila Chergou, merci d'avoir répondu à nos Merci questions et à d'avoir vous. été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonne Et journée. merci de promouvoir la formation. C'est important. Merci. Merci.